va nous présenter les travaux qu'il a animés, auxquels il a largement participé au cours de son séjour au Sénégal, à Dakar, et puis dans l'ensemble des régions du Sénégal et autres, d'ailleurs, dans lesquelles il a travaillé. Et puis, ça permet d'illustrer les travaux qu'on a avec un certain nombre de nos partenaires en Afrique, l'intérêt de ces travaux et le fait qu'on a encore, heureusement, une capacité donc, à faire des choses nouvelles. Et comme le dit Didier Raoult, une des façons de trouver des choses nouvelles, c'est d'aller voir dans des endroits au sens large où personne n'a trop regardé. Et donc c'est ce qu'a fait collègue, et je le remercie d'avoir accepté de nous présenter ces travaux aujourd'hui. Et comme le dit Hervé, vous noterez que nous serons bientôt 13h, vendredi 13. Pour les amoureux des chiffres. Merci, monsieur le professeur. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oleg Medianikov et je suis un chercheur à l'IRD, bien sûr au sein de l'équipe URMIT, l'équipe de professeur Didier Raoult. Et pendant 4 ans, j'étais affecté au Sénégal, expatrié au Sénégal, en faisant surtout les travaux sur l'identification des causes des maladies fébriles, bactériennes surtout, en Afrique de l'Ouest, surtout au Sénégal. Mais aussi, comme je vous allais expliquer un peu plus tard, aux autres pays, pareil. Alors, quelques mots d'introduction. Tout d'abord, pourquoi Afrique, pourquoi maladies infectieuses? La réponse est très simple. Vous tapez WHO, OMS, maladies infectieuses, et vous allez voir que, par exemple, l'OMS nous donne une très jolie carte qui montre, c'est un indicateur d'espérance de vie à corriger de l'incapacité. C'est quelque chose qui montre en même temps mortalité et morbidité. Alors vous voyez que l'Afrique est tout à fait rouge, contrairement aux d'autres pays du monde. Ça veut dire que les maladies infectieuses ont une influence super importante à la vie, à l'espérance de vie et les capacités, ça veut dire que la morbidité est très élevée. Une autre chose que je voulais montrer, ça c'est les 10 principaux causes de mortalité dans les pays à revenu faible, donc la plupart des pays d'Afrique sont dedans. Vous voyez que les maladies infectieuses incluent VIH-Sida, diarrhée, paludisme, tuberculose, contribuent pour la plupart, ça veut dire que ensemble c'est plus que 60, 70 ou environ 70% des causes de mortalité. Alors, c'est pourquoi l'Afrique, c'est pourquoi la maladie infectieuse. C'est le problème de la santé publique plus important en Afrique, et voilà, c'est bon. Alors, concernant le fait pourquoi on a décidé de commencer au Sénégal et pourquoi ce projet. C'est tout à fait simple, c'est surtout, disons, en Afrique, c'est connu que le paludisme, c'était depuis très longtemps, mais ça reste quand même une cause principale de mortalité et morbidité, que les épisodes fébriles, normalement considérés comme quelque chose comme la fièvre supérieure à 37,5, c'est dans la plupart des cas été attribué au paludisme, même sans diagnostic, et que jusqu'à récemment, toutes les autres causes de la fièvre en Afrique ont été considérées comme rares, pas importantes et insignifiantes. C'était relativement, on peut dire, quasi propre, quasi vrai, jusqu'au récent, jusqu'au, disons, début de ce siècle, mais avec trois bras super importants de la lutte contre le paludisme, dont les ACT, les moustiquaires imprégnés et le développement et distribution de tests de TDR, tests de diagnostic rapide, on a arrivé, d'après l'OMS, à une diminution de mortalité à 54% depuis 2000 et la morbidité est diminuée aussi à 26%. Ça veut dire que à ce point-là, on voit que seulement 72% après l'OMS de patients de paludisme ont été testés pour paludisme au niveau de
de facilité de santé publique. Ça veut dire que seulement 62% ont été testés. Et dans certains pays, seulement 10 à 20%, ce qui concerne le Sénégal, c'est seulement 4 à 10% de cas de la région, sont confirmés. Ça veut dire que 72% sont testés, et parmi, il y a 10% qui sont confirmés paludisme. Au mieux, au Sénégal. Ça veut dire que tout le reste, c'est pas paludisme, jusqu'à maintenant. C'est pour vous illustrer l'importance d'après l'OMS, toutes les données sont tout à fait disponibles. Alors, ça veut dire que la plupart de morbidités qui se manifestent comme la fièvre aiguë, c'est probablement notre cause. Alors, c'est une des raisons pourquoi on a commencé notre étude. Comment on peut avoir des données sur les causes des maladies fébriles en Afrique? C'est tout simple, on a les capacités très limitées parce que, ce qu'on peut dire, c'est que le paludisme, pour l'instant, c'est le diagnostic de choix, sans choix, au niveau des dispensaires, au niveau de la plupart des facilités en Afrique. Ça veut dire que, soit si c'est la fièvre, parfois il n'y a aucun moyen de diagnostic, et parfois il n'y a qu'un seul moyen de diagnostic, c'est le paludisme, ou la goutte épaisse. Ça veut dire que soit c'est palu, soit c'est rien. Deuxièmement, il y en a une autre source, il est très minuscule par rapport bien sûr à la population indigène, c'est les voyageurs revenant des pays d'Afrique subsaharienne. Donc ici on a la statistique publiquement ouverte, disponible. C'est quoi? C'est toujours le premier, bien sûr c'est paludisme, mais c'est responsable pas plus que entre 10 et 20% de morbidité parmi les voyageurs. Alors après, deuxième endroit, c'est les arbovirus, et après les ricocéoses. Et encore, pour la plupart, pour la bonne partie des voyageurs revenant de pays d'Afrique subsaharienne, le diagnostic n'a pas été fait même au niveau des hôpitaux localisés aux pays développés. Alors, voilà. Quelques photos pour vous illustrer les affaires, les démarches qu'on a effectuées. Ici, vous voyez bien, le logo IRD, ça veut dire et en plus, c'est moi qui est dedans. Parfois, les routes ne sont pas vraiment bien faciles et simples, et même si les routes sont bien évidentes, parfois on voit les indications et on se pose une question, est-ce qu'ils suivent ces indications? Ici, vous voyez bien, voilà, ceux qui l'ont vu, voient que c'est une déviation. Alors, chaque fois, avant de prendre la décision, il faut bien réfléchir. Les constraints que je viens de vous illustrer sont un peu différents. Ils sont différents de pays à l'autre, mais en gros, c'est toujours la logistique, l'équipement qui n'est pas toujours présent, l'accès à l'électricité et en plus les causes qui sont un peu imprévues, ça veut dire la chaleur, l'humidité, les arthropodes qui rentrent parfois partout, et les poussières, et tous les autres petits trucs imprévus, mais donc que tu rencontres tout de suite une fois que tu commences à effectuer les projets scientifiques ou diagnostiques en Afrique. Revenons à mouton. Le Sénégal, c'est surtout à cause du fait de présence de la station de recherche de Dielmo, donc créée et maintenue par l'IRD et l'Institut Pasteur Dakar. C'est une station de recherche qui a été initiée, fondée en 1990. Donc, c'est une grande station au niveau de deux villages, Dielmo au début et 4 ans plus tard, un autre village à côté qui s'appelle Diop. Ici, vous voyez l'entrée à la station dans les cases des chercheurs, le cases de rencontres entre humains, le dispensaire et plusieurs autres cases qui servent soit pour notre besoin. Alors, qu'est-ce que c'est la station? La station qui nous avait permis de commencer une recherche scientifique, c'est dispensaire, comme j'ai dit, le laboratoire
il y a toujours un infirmier de garde présent 24 sur 24. Il y a des techniciens qui effectuent soit des recherches scientifiques, soit ils font les LIP diagnostiques, comme par exemple le PTS. La station a été approuvée par le comité éthique depuis très longtemps et ça continue à fonctionner. Ça veut dire que au niveau de ce dispensaire, tous les habitants de village viennent pour tous les problèmes de santé. Tout ce qui est fait, c'est gratuit pour les participants. Ça veut dire que c'est la récompense pour les avoir embêtés pour les raisons scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le surveillance du paludisme inclut, entre autres, la collecte des arthropodes dans les maisons, dans les habitations des gens, et la surveillance de santé, ça veut dire chaque participant, chaque villageois vient au niveau du dispensaire une fois par mois pour donner une petite goutte du sang au bout du doigt pour effectuer le screening de palu. Une fois par an, chaque villageois vient pour le prélèvement veineux. Et normalement, ils doivent être censés être ouverts pour toutes les démarches scientifiques et parfois diagnostiques qui ne sont pas si communs et si simples. Ça veut dire que parfois on leur demande de collecter les selles, les salives, les autres prélèvements, parfois dans les besoins diagnostiques, parfois dans les besoins purement scientifiques. Voilà. Alors, après, quel est notre projet? Le projet était très simple. On a décidé de, pour le début, ça a commencé plus que quasiment 7 ans. On a décidé de faire un screening tout simple. Ça commençait par la collecte de 200 microlitres du sang au bout du doigt. L'extraction d'ADN sur place, ça c'est un petit dessin, notre know-how, comment faire l'extraction d'ADN sur place sans électricité et quasiment sans rien. Ça veut dire qu'on peut faire l'extraction avec une aide facilement, avec l'aide de la pompe manuelle, qui ne demande pas ni l'électricité, ni quasiment les capacités techniques sophistiquées. Alors on a commencé par ça, parce qu'au début on n'a pas eu l'électricité à dire. Et après l'ADN extrait avec l'aide de cet appareil manufacturé sur place et gardé au niveau de la colonne de l'extraction qui a gène ou n'importe quel autre type. L'étape finale de l'élution a été faite en France. Et au début, c'est comment ça a commencé. Puis le screening, le dépistage a été fait au niveau de liste de pathogènes bactériennes, donc que nous considérons comme nos pathogènes, les bactéries, donc nous spécialisons ici. Au niveau de leur mythe, c'est surtout les rickettsioses, plusieurs rickettsioses, les borrélioses, la fièvre tue, les bartonelloses, incluant la fièvre tranchée, la Trophireuclélie, et puis les bactéries qui sont plus ou moins communes. Les bactéries pyogènes, les leptospires, les salmonelles et les autres bactéries qu'on peut retrouver dans le sang des malades fébriles. Mis à part de ça, on a fait sur place aussi bien sûr le diagnostic de paludisme, c'était nécessaire, avec le TDR. Plus on a fait le même TDR avec, pour le diagnostic de la grippe, ARV dans les prélèvements nasopharyngés. Plus au début, on ne fait plus les arboviroses, fièvre dingue, les antigènes et les anticorps, SD. Pourquoi on ne fait plus? Parce que pendant 2 ans de surveillance, on n'a pas trouvé aucun positif, aucun reliquat des anticorps IgG d'avant. Alors, les patients, les villageois sont quasiment viables au niveau des arboviroses. On a au moins ce qu'on a considéré. Voilà, alors finalement notre première expérience avec 200 prélèvements était relativement, elle était très intéressante. On a eu plusieurs données étonnantes, dont les publications, vous pouvez les listes, surtout au niveau de la découverte de la rickettséphilus, la fièvre associée à la rickettséphilus, la Trophireuclélie, la fièvre des tranchées, les rickettsioses et les borrélioses. Surtout ça, tout ce que l'on a trouvé. Je vais parler un peu plus précisément sur chaque de ces pathologies.
un peu plus tard. Alors, juste pour vous dire que seulement 200, c'est la première étape, première échantillon, 200 prélèvements de diémoïdiop nous ont permis de découvrir plusieurs pathologies intéressantes, de faire quelques petites découvertes et d'effectuer les travaux suivants qui sont maintenant quasiment élargis aux plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, à partir de 200 prélèvements, on a pu développer notre système qui inclut maintenant plusieurs pays. Voilà, un peu plus précisément, un peu plus profondément sur l'infection Rickettsia syphilis. Cette syphilis, c'est la Rickettsia, une bactérie intracellulaire, un pathogène pour l'homme, qui a été officiellement décrite seulement en 2002. Pourquoi Felis? Parce que ça a été isolé pour la première fois à partir d'une puce des chats, Felis, d'où vient, et la puce de chat s'appelle Actinocéphalides, encore une fois Felis, de chat. Ça a été considéré comme une cause rare, comme pas très pathogène, une cause rare de maladie des fièvres boutonneuses, on peut dire. On a eu seulement quelques dizaines de cas humains décrits jusqu'au 2010, avec surtout la fièvre, le rash et les escarres, et été considéré comme épidémiologiquement connecté aux piqûres des puces des chats, ce qui n'est pas vraiment très commun, mais quand même. Voilà, c'était tout ça, ça a été la discussion en Afrique, c'était, vous voyez, seulement dans quelques pays, cette Rickettsia a été découverte chez les puces, et plus un seul cas en Tunisie, décrite avant 2010. C'était avant 2010, avant les publications, avec coïncidence, on dirait, quasi miraculeuse, qu'en même temps, dans la même revue, deux équipes absolument indépendantes, dont nous, au Sénégal, et l'équipe des militaires américains travaillant au Kenya, l'équipe de Richard, ont publié les travaux quasi identiques. Ça veut dire que nous, avec nos ADN extraits à partir de malades fébriles, et eux, avec l'ADN extrait à partir des sérums des malades fébriles, ont trouvé les résultats quasi identiques. Nous, on a eu 4,4% de positivité pour Felis, eux, ils ont eu 3,8%. Ça, c'est miraculeux, le fait qu'on a eu les mêmes résultats absolument indépendants et en plus soumis, publiés dans le même numéro, c'est une Virginie Infectious Disease. Voilà, alors, tout d'un coup, avec nos séries, on a quasiment augmenté à 2 fois le nombre connu des cas d'infection en Rickettsia syphilis, tout d'un coup. Maintenant, on peut dire que, au moins ici, à l'Ormite, à Marseille, nous possédons la série plus grande dans le monde des malades diagnostiqués à Rickettsia syphilis. Personne dans le monde entier a plus que nous. Deuxième découverte qui est très intéressante, c'était Trophilaria euclei. Ici, à l'Ormite, nous avons un centre de recherche sur Trophilaria euclei, on peut dire le plus grand dans le monde, encore une fois. Si quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a fait plus de recherches et de découvertes sur Trophilaria euclei qu'ici. Et voilà, jusque maintenant, jusqu'à nos travaux à Diel-Moignoc, au Sénégal, l'agent de maladie néonicale de Trophilaria euclei, qui a été découverte, dont la maladie a été décrite ça fait longtemps, et l'agent a été isolé tout récemment, ainsi que l'origine infectieuse de cette maladie. Alors c'était considéré comme maladie chronique bien rare, affectant surtout les mâles blanches dans les années de l'âge relativement moyen, des années de cinquantaine, mais, comme vous voyez à partir de ce tableau, nous avons trouvé bizarrement la prévalence extrêmement élevée de cette bactérie dans les selles et les salives des adultes et des enfants au niveau du Sénégal. Comme vous voyez ici, dans les selles des enfants,
on peut arriver à moitié, c'est-à-dire que chaque deuxième enfant a cette bactérie qui était considérée comme super rare et quasiment impossible à découvrir, à isoler et à trouver. On trouvait chaque deuxième enfant au Sénégal porte cette bactérie dans la selle, sans vraiment probablement les signes cliniques d'une maladie ou quoi que. On a quand même trouvé dans notre première série de concentration dans le sang. Mais pourquoi on a trouvé même à 6%, c'est bien élevé. Pourquoi c'est comme ça? Parce que, je vais vous montrer, non, ce sera plus tard. Je vais plutôt expliquer pourquoi ici le pourcentage est un peu plus élevé qu'après. Voilà, alors après avoir eu les résultats encourageants que vous avez eu, présente quelque chose assez bizarre et rare au niveau d'un seul dispensaire, d'un seul village également, on a besoin d'élargir notre étude jusqu'au, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 sites différents, dont inclus le site de Sine Saloum, Guillemont et Diop. Dans les autres sites, on a pris le même système, mais dans les dispensaires du système de santé publique du Sénégal, avec le ministère, qui n'a rien à voir avec la recherche, c'était purement diagnostic. Dans les dispensaires, les gens embauchés ont fait l'extraction pour nous, et nous avons transporté les mêmes colonnes séchées au niveau de Dakar, et puis Marseille est la même chose. Alors, grâce à l'installation de ce système-là, au niveau du Sénégal, qui a quasiment pris toutes les zones écologiques, à partir de quasiment Sahara jusqu'au presque la forêt humide, galerie de forêt humide à Amlon, et à Kédougou, on a pu avoir des résultats encore plus intéressants. En bas, je ne vais pas vous présenter la même chose, mais vous voyez que dans cette carte-là, vous voyez que dans certaines régions du Sénégal, on a pu, bon, je ne dirais pas déchiffrer, mais on a pu identifier la présence de l'ADN de bactéries pathogènes dans le sang jusqu'au quasiment 50%. Le pourcentage de présence de certains, tels que les bactéries, dans les régions différentes, ont été différents. Vous voyez que dans la plupart des cas, c'était Rickettsia, Borrelia, bon, dans ce cas la Procedurae, Trophirmeae euclei, Bartonella inclut la pierre de tranchée, Coxiella cornuti, ou les autres. Les autres bactéries, comme par exemple les bactéries chaotiogènes, parfois on peut les rencontrer dans les prélèvements souvent, mais on ne peut pas, pour l'instant, on n'a pas fini encore à analyser les résultats. Mais pour, disons, les résultats préliminaires, c'est que probablement le Streptococcus pneumoniae joue un rôle très important et sous-évalué pour l'instant comme l'agent pathogène, surtout chez les enfants en Afrique. C'est encore préliminaire. Alors vous voyez que dans certaines régions, quasiment la totalité des fièvres ont été associées avec Herphelis. Dans les autres régions, c'est surtout Borrelia. Et dans les autres régions, parfois il y a assez beaucoup, quasiment dans la saison sèche par exemple, il y a beaucoup de la fièvre au cul. Alors ça reste très intéressant, mais tout ça, comme je dis, ont été publiés dans plusieurs de nos travaux, spécifiquement consacrés à chaque pathogène. Voilà, alors un peu plus précisément à Rickettsia syphilis, les données, après avoir élargi notre zone d'étude, nous ont permis de dire que jusqu'à 15% dans certaines régions, des cas fébriles sont associés à la présence de l'ADN de Rickettsia syphilis au Sénégal. Nous croyons bien qu'on a pu identifier les primes infections chez les petits enfants. Par exemple, le cas qu'on a rapporté avec les photos et diagnostiqué sur place, c'est l'enfant de 6 mois qui vraisemblablement a été contacté pour la première fois dans sa vie avec Rickettsia syphilis. Je vais vous montrer un peu plus tard. Traitement, bien sûr, d'oxycycline marche très bien. Il n'y a aucune spécificité au niveau de cette bactérie-là, ici. Mais quand même, 3 grandes questions, c'est le réservoir, transmission et répartition. Pourquoi un réservoir? Très simple, il y a 2 réponses, c'est simple. Malgré la présence dans plusieurs pays d'Afrique de Herphelis chez les puces, au Sénégal, on n'a pas pu trouver. Toutes les puces qu'on a collectées
pendant une année à Dielmo-Indiop, on a fait la prospection de collecte des puces dans les villages, aucune n'a été positive pour Echinopsis. Bizarrement, ben, c'est le cas. Bon, on a isolé une autre Echinopsis qui va s'appeler bientôt, je sais pas déjà, quasiment Echinopsis senegalensis. C'est le même groupe, mais c'est pas Echinopsis du tout. Voilà, transmission. Transmission, c'est quand même un peu cette question très importante parce que s'il n'y avait pas de puces infectées par cette Echinopsis qui est responsable de jusqu'à 15% des cas fébriles, comment en plus de cure des puces, quand même c'est pas si fréquent, même si on est au village. Alors vraisemblablement ça ne joue pas un rôle. Probablement ça joue, mais pas en Afrique au moins. Et répartition, pareil, c'était un peu bizarre. Pourquoi? Dans nos cas, Echinopsis a été fortement associé à l'humidité. L'humidité ou quelque chose qui ressemble à l'humidité. C'est-à-dire que dans les régions du nord, c'est énormément beaucoup plus pendant la saison de pluie. Et en façon générale, il y a beaucoup plus au sud qu'au nord. Voilà. Alors, mis à part de ça, on a testé plusieurs anthropodes. On a pu avoir quelques moustiques positifs, pas de Dielmo-Indiop, et le pourcentage était, disons, pas très élevé. Alors, l'idée qu'on développe maintenant, c'est l'idée, bizarrement, qui est venue de poussière, qui est venue de la fièvre Q. Pourquoi? Un peu plus tard, je vais vous expliquer qu'on a fait une étude de recherche de la fièvre Q dans la poussière. Et en même temps, les poussières ont été testées pour quasiment la totalité des pathogènes. On n'a trouvé que de la fièvre Q, ce qui est classique. On n'a pas posé des questions pour ça. Mais par contre, on a trouvé de la Phélis, bizarrement, dans les poussières collectées, je vais vous montrer au niveau de la maison, des habitations. La réponse, c'est ça. C'est cette bête qui s'appelle l'Hypocylindros streptococci, ou une psoc, ou un coup de livre. C'est un petit truc, une petite bête, pas un autophage, qui vit à l'intérieur, qui vit dans la poussière, qui mange le reste des végétaux de l'amidon en gros, et qui est omniprésent, même ici. Je crois que si on cherche bien dans les coins perdus de cette salle, on pourra le retrouver aussi, parce que c'est omniprésent dans tout le monde, fortement associé avec l'humidité. Ça veut dire que ça ne pousse pas si l'humidité est moins que 80% environ. Ça meurt, ça ne vit pas. Il a une humidité. Et vous voyez 100% affecté par Erphélis. Erphélis en plus, d'après le travail récent publié par l'équipe d'Amacaluso et Gilles Espy, d'après eux, génétiquement, la souche isolée à partir de l'Hypocylindros est quasi identique avec la souche isolée à partir des puces. Sauf la présence de notre... il y a plus riche, il y a la présence de notre deuxième plasmide, qui n'existait pas chez les Erphélis, des Pectinopsipanites. Alors, il n'y a pas de raison pour que... C'est le génome entier qui a été séquencé. Il n'y a pas de raison pour que Erphélis à partir de l'Hypocylindros soit moins infectieuse que Erphélis classique. Voilà, alors, pour troisième méotélie, l'explication de pourcentage de 6% que je vous avais parlé déjà, c'est ça. C'est le foyer et on peut dire une petite épidémie locale qui, après une investigation scientifique que nous avons fait avec plusieurs canulars, on a pu associer avec la présence d'un boulanger de village qui était porteur c'est quasiment Taïfo Ibnari du Sénégal, qui était un porteur de la souche, de l'Eutrophilaria au pays. Et la fin de cette épidémie était associée avec le départ de boulanger du village. Il n'y a plus de pain, plus de village, plus d'Eutrophilaria au pays. Ouais, comme vous voyez, là, au niveau de... Ça c'est juste pour montrer au niveau de l'équisme. Après, on a eu des cas isolés. Mais par contre, c'est à Dielmo, au niveau d'une diop, jusqu'à maintenant, on a une seule personne, une femme, qui extrait régulièrement, via salive, surtout, Trophilaria nucléaire, elle est porteuse chronique. Elle porte, parfois dans les salives, on identifie par PCR au niveau de
20-25 CT, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a énormément, pour l'instant on n'a pas été isolé. Il n'y a qu'une seule personne, et heureusement elle n'est pas boulangère. Voilà. Alors, la fièvre boutonneuse, la fièvre borrélieuse, la fièvre récurrente, c'est la fièvre qui peut être responsable jusqu'au 15% dans certaines régions, surtout dans les régions de Niagara, des cas fébriles. Ça, ici, je ne veux pas être très... je ne veux pas faire énormément d'attention parce que, quand même, si au niveau de... pour la fièvre, pour la rickettsiaphylis, j'ai dit oui, associé avec la présence de l'ADN. La fièvre associée avec la présence d'ADN de rickettsiaphylis dans le sang, ici, je dirais, c'est pas la fièvre associée avec la présence d'ADN, c'est la fièvre borréliase. C'est borréliose parce que, un, on a plusieurs souches en partie des malades. Deux, si vous avez vu un jour dans votre vie le sang des malades fébriles avec de borrelia, c'est la soupe de borrelia. À l'intérieur, entre les érythrocytes, vous voyez des borrelia en quantité à l'œil, quasi nu, en microscope. Alors, ici, il n'y a pas de même, on ne pose pas de questions par rapport au CT. Hein. CT soit élevé, soit on voit les CT 20, 24, 23, soit c'est négatif. Alors, on n'a pas de seuil à mettre à 38 ou à 35, soit positif, soit négatif. C'est facile. Voilà, la fièvre a été décrite au Sénégal en 1940 par, bon, on peut dire ici, par le père de M. Raoult, qui a travaillé à l'époque au Sénégal. C'est lui qui a décrit pour la première fois la fièvre récurrente au Sénégal. M'a été oublié, comme plusieurs découvertes, et a été redécouverte en 1991 par Jean-François Trappe, qui en gros était l'un des fondateurs de la station de Dielmo. L'agent, c'est Borrelia procedurae. Pourquoi procedurae? Parce que cette petite bête musarienne porte le nom Procedura oliveri, et ça, c'est le réservoir principal, ainsi que certains rongeurs. C'est insectivore, c'est pas un rongeur. C'est-à-dire que c'est une hérisson, si vous voulez. Et donc, entre les réservoirs et l'homme, un vecteur, une vectrice, c'est la tique molle Ornithodoros sonrai, qui vit à l'intérieur des nids de rongeurs dans les maisons, qui sort la nuit, qui pique l'homme, transmet une bactérie et ressort. C'est la tique qui n'attache pas, qui pique la nuit. Et alors, les malades ne vont jamais vous rapporter cure de tique. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une des maladies vraiment classiques pour la description, pour l'épidémiologie classique. Ça veut dire que c'est une maladie dont morbidité est fortement associée avec la présence de vecteurs. Les vecteurs, c'est pas omniprésent. Et ce qui est intéressant, la distribution des vecteurs dépend de l'humidité. Ça, c'est la ligne de distribution de Rossonnerie au Sénégal. Et ça, c'est l'isoyètre, 750 mm. Ça veut dire qu'au-dessous de cette ligne, il n'y a pas de vecteur et pas de borréliose. Sauf quelques cas importés, bien sûr. Tout ce qui est au nord de cette ligne, c'est quasiment correspond à l'altitude. Il y a plein de borrélioses, il y a plein d'éthiques, et voilà. Alors c'est une distribution entre guillemets classiquement épidémiologique. Pas de vecteur, pas de maladie. La fièvre Q. La fièvre Q, c'est très important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une maladie si simple. Ça veut dire que la fièvre Q aiguë, d'accord, mais la fièvre Q chronique, probablement certains de vous connaissez bien que ça, c'est une maladie très grave, avec une mortalité très élevée. Alors, une fois la fièvre Q aiguë n'est pas bien traitée, on peut bien sûr s'en sortir facilement, mais on peut se transformer dans la fièvre Q chronique, et ça c'est un problème. Ça veut dire que surtout au niveau du village au Sénégal, la plupart des cas, vous pouvez avoir une seule direction vers les cimetières. La prévalence sérologique a actuellement 24%. Ça veut dire que le monde est fortement associé, il y a toujours le contact entre les villageois et la fièvre Q.
Chez les humains, on a pu retrouver dans les selles, dans le lait des femmes et dans 2% des cas de fièvre. On a pu retrouver la fièvre ocule, l'agent de la fièvre ocule dans le sang. Et ça peut être ce qui est intéressant, les types durs, fortement infectés, vraisemblablement, comme c'est connu déjà, jouent un rôle dans l'épizoontologie, ça veut dire la distribution d'agents pathogènes entre les réservoirs. Normalement, ce sont les petits ruminants. Voilà, ici vous voyez bien, hein, c'est la même poussière fameuse dont on a trouvé la fièvre acute et la fièvre rhinopharyngite en même temps. Et ça, c'est pour vous illustrer l'application du système géographique à la recherche épidémiologique. Ici, vous voyez les concessions de Ndiope, où on a eu plusieurs cas de la fièvre acute. Et dans le camembert, vous voyez qu'on a pu trouver dans la même concession la présence de poussière à la chlormétine dans les poussières de lit, dans les poussières, voilà, les poussières de l'entrée principale. Bon, ici par exemple. Alors, imaginez-vous, la poussière à la chlormétine est ici, il suffit juste d'ouvrir la porte et bien respirer et elle est en haut dans le poumon. Voilà. Bartonellose, probablement, vu le temps qu'il me reste, je ne vais pas rentrer dans les détails, sauf le cas de 2014, où on a eu une épidémie, encore une fois, une épidémie intéressante, forte, en Ndiope, encore une fois. C'est connu, le foyer est connu depuis 2008. Ça veut dire que depuis 2008, on a eu parfois, de temps en temps, une fois par an, on a eu des cas de détection de Bartonella cantana dans le sang de malades fibrés. Mais en 2004, on a eu 10 cas, surtout parmi les enfants, dont 9 en juin-octobre. Les cas ont été confirmés par 2 PCR réels, spécifiques pour le genre de Bartonella et spécifiques de Bartonella cantana. Et heureusement, on a pu isoler 2 souches, donc une ici, une à Dakar, à partir du sang. Et ça, c'est la souche de Bartonella cantana. Ils allaient pour la première fois en Afrique, à partir de l'élément clinique. En gros, c'est le premier cas de la fièvre des tranchées confirmée par les cultures en Afrique. Ce qui est intéressant, c'est que les infectiologues entre vous connaissent bien que classiquement, la fièvre des tranchées, c'est strictement les poux, ce qui est considéré plus récemment, les poux de corps. Alors les poux de corps, c'est le typhus, c'est la fièvre des tranchées, c'est tout. Donc les poux de tête, c'est pas très important épidémiologiquement, ce qui était considéré juste plus récemment. Sauf les publications récentes de découverte de la Bartonella cantana dans les poux de tête, ici à Marseille, au Népal et en Amérique du Sud, et sauf notre épidémie, parce qu'il n'y a pas de poux de tête, de poux de corps, ni à Dietmont, ni à Ndiope. Depuis, ça fait probablement 40 ans, parce que les vieux de village, ils disent que, oui, un jour on a eu, mais c'est très longtemps, on a oublié quand, plus de 40 ans, et il n'y a pas, parce que nous surveillons bien les populations, il y a chez les enfants, surtout chez les petites filles, il y en a des poux de tête, mais il n'y a pas de poux de corps. Alors, l'explication est simple, c'est probablement les poux de corps, les poux de tête qui jouent un rôle dans cette épidémie exclusivement. Et pour illustrer notre hypothèse, je vous présente un des cas. Des cas, c'est l'enfant, c'est une petite fille, donc c'est la même fille, c'est cette fille-là, de 5 ans, qui a été malade, détectée sur place et traitée sur place. En 2014, juin 2014, elle a été prélevée au deuxième jour de maladie au niveau de point of care de laboratoire de diagnostic de Dielmont. Les diagnostics ont été faits tout de suite, elle a été traitée le lendemain par érythromycine. Et nos techniciens ont allé, une fois qu'on a eu le diagnostic de la fièvre de tranchée, tout le monde appelait bien sûr, je dis, couraient rapidement chercher les poux. Ils ont collecté les poux de tête seulement, mais tous les poux ont été négatifs pour la Bartonella cantana. Mais on a isolé à partir de, c'est pas mon pied,
On a isolé, à partir du sang de cette fille, on a isolé Bartonella Quintana. Alors ici, on n'a pas eu des soucis par rapport aux problèmes de diagnostic. L'époux a été traité, mais à mon retour dans combien? Dans 14 jours, la fille a été réinfectée, le traitement n'a pas été efficace, par l'époux. Bien sûr, elle se sentait très bien, la fièvre a disparu au deuxième jour après l'érythromycine. Mais j'ai collecté les pouls, donc ici on est en train de collecter les pouls, et 49 de 57 pouls ont été positifs pour Bartonella. Alors l'idée c'est que la fille infestée par l'époux n'a pas été, elle n'apportait pas de Bartonella. Une fois elle a été infectée par un autre pouls qui a sauté dans quelques malades ou porteurs a causé la fièvre, et dont les pouls qui ont été au début négatifs sont infectés par Bartonella et sont portés minimum dans ce cas-là pendant 19 jours, sont portés Bartonella dedans et sont devenus notre source d'infection pour les autres personnes. Alors c'est un peu classique épidémiologiquement, sauf que on voit ici des pouls de tête au lieu de pouls de corps. Les pouls de tête ont été testés par Rezac, qui a développé le système de génétique d'identification des pouls de corps et des pouls de tête. C'est un vrai pouls de tête, pas seulement morphologiquement, pas seulement épidémiologiquement, mais génétiquement, ce sont aussi des pouls de tête. Voilà. Ici, un peu pour vous illustrer qu'après ces travaux, on a pu élargir nos activités au niveau de la Guinée, de Côte d'Ivoire, du Gabon. On a pu voir des résultats assez intéressants au Gabon. En Côte d'Ivoire, c'est très préliminaire. Maintenant, on a beaucoup plus de résultats, mais c'est un cours, les travaux sont en cours. Et en Guinée aussi. On a pu installer le laboratoire de point of care de diagnostic rapide des maladies infectieuses sur place à Dielmo. Et donc, grâce à la présence de ce laboratoire, on a pu identifier, par exemple, l'épidémie de la fièvre des tranchées. On a pu identifier le premier cas de préinfection de Herpélis et plusieurs autres cas intéressants. Alors, le principe de point of care, je ne vous décris pas, sauf que voilà, vous voyez ici, ça c'est une photo panoramique de point of care de Dielmo qui existe depuis qui fonctionne depuis 2011. Donc ici, on fait deux villages, les dispensaires, donc le transport entre deux villages, le dispensaire collecte le prélèvement qui sont envoyés directement en point of care de Dielmo, soit de Dielmo à travers de la porte, soit de Diop avec une voiture à navette. Les résultats en 2 heures qui sont communiqués au niveau du dispensaire et bien sûr un traitement étiologique au niveau de bactéries identifiées, sont faits tout de suite. Bien sûr, tous les résultats sont après envoyés à l'Orne de Marseille pour confirmation. Voilà, encore quelques photos pour vous illustrer la station, cette station de recherche Dielmo, Institut Pasteur, IRD, Institut de la santé et de la prévention du Sénégal. Voilà, encore une fois, une photo, et ici vous voyez une lecture de l'extraction d'ADN, la préparation des mix. Dans les mix, on a développé les mix lyophilisés qui sont dilués, amplifiés sur place et testés au niveau avec les appareils Smart Sector. Voilà, ça c'est comment c'était inauguré à 2011. Vous voyez que les villageois sont contents, surtout. Et ça c'est le cas dont je parlais, c'est le cas qui on pense être une primo-infection de syphilis. Une petite fille de 6 mois dont on a identifié le RH, le bouton très intéressant qui vraisemblablement commence par l'hépatite et se développe dans les vésicules et probablement pustule après et à la fin on voit lésion type érosion parce qu'il ne restait rien après le traitement. C'est pas émissaire, c'est superficiel parce qu'on a eu zéro trace après le traitement, ça ressemble à une lésion type d'érosion.
Voilà, alors on a identifié l'XFI sur place. On a pu photographier des petits tirs prélevés et nous pensons que ça, c'est le cas primo ici. Voilà, les résultats de POC de l'année dernière, tout simplement, de polypisme qui a augmenté jusqu'à 27%, c'est l'année extraordinaire puisque c'est vraiment augmenté. Après, la grippe A, la fièvre spécialiste, borréliose, la fièvre Q, fièvre tranchée. Donc, il y a rien à faire au pays. Ça, c'est le top de POC de l'année dernière. Voilà, alors ici, je crois que ça fait déjà 45 minutes. Voilà. Alors, je vous remercie et si vous avez des questions, je répondrai volontairement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hélène. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a. Pour revenir sur l'histoire à Fontana, pas tout est fascinant, c'est une situation. Comme tu l'as dit, bien recadré, Fontana, jusqu'à présent, c'était le coup de corps. Ça peut sembler banal de dire que maintenant c'est le coup de tête. En réalité, ça change énormément la vision qu'on peut avoir de cette maladie, en réalité. Et donc, le cas de la petite fille de 5 ans que tu as présenté, c'était le cas princesse ou c'était une petite fille qui était déjà dans la chaîne. Qui était déjà dans la chaîne. Ouais. Ouais, on peut pas dire exactement, parce que le premier cas c'était le premier garçon, le garçon. Alors on ne peut pas dire est-ce que si c'est probablement l'existence de certains réservoirs, parce que quand même le premier cas on a été diagnostiqué en 2010, le premier cas, ou c'était le cas rapporté de quelque part, parce que le joueur circule, le voyage. Ouais, c'était la question en réalité, quand j'ai vu c'était fin juin, début juillet, c'est ça? Oui, là, je ne me souviens plus, enfin, je ne veux pas dire de bêtises, donc c'est toi qui vas répondre. Donc il n'y a plus d'école. Ah non. Donc c'est qui sont des jeunes enfants, donc ils n'étaient plus à l'école à ce moment-là. L'autre question là-dessus, c'est tu as pu vérifier que sur quelques-uns de tes coups de tête positifs en Bartonella, est-ce que tu as pu vérifier que le génotype de Bartonella Fontana dans les poux était le même que le génotype de la souche que tu as isolée dans le sang d'Attique. Excellent, merci beaucoup. Je suis le message n'a pas répondu, donc Moustapha a séquencé le génotype de je n'ai pas encore analysé. C'est en cours. En cours, ouais. Mais c'est fait. Juste, il nous suffit de nous consacrer 3-4 heures pour analyser les séquences. Mais a priori, ça a été fait. On a génotypé les poux, on n'a pas isolé la souche à partir des poux. On a génotypé, parce qu'il c'était bien élevé, c'était. Oui, ainsi que les deux souches isolées. Les deux souches sont identiques, et les poux, a priori, je vais savoir bientôt. Voilà, s'il vous plaît. Comme vous avez parlé de cette bestiole qui est transmise coxella browniae et syphilis, en fait, je n'arrive pas à comprendre comment il transmet le pathogène alors. Est-ce qu'il pique l'homme ou bien il a une spécificité? Oui, ça c'est une très bonne question. A priori, l'idée qu'on a, bon, je ne vais pas illustrer ici parce que je présentais ça pendant le journal de l'Orient d'ailleurs. Alors, l'idée générale, c'est que les villageois, dit Edmond Diop, probablement dans les autres pays, ils dorment surtout dans les matelas en paille. Les matelas en paille sont fortement infestés par les poux de libre. Alors l'idée générale, c'est que en respirant la nuit, probablement la nuit, en respirant la poussière qui se trouve entre guillemets soit dans les matelas, soit à côté, on peut respirer en même temps les lipocélices. Parce qu'ils sont minuscules, ils sont un quart de millimètre. Ils sont minuscules, quasiment volatiles. Ils sont sans ailes, ça les américains comme terre, ils ne volent pas. Mais ils sont très nombreux dans la poussière. C'est-à-dire qu'on peut voir des dizaines, des centaines de petites bêtes qui sont partout. Et on peut les respirer facilement. Ils sont minuscules. Alors l'idée, c'est voie aérienne. Et voilà. C'est ça l'idée. C'est encore une fois, c'est en cours. C'est des travaux en cours. Oui. On a environ 5% de prélèvements nasopharyngés, des éprouillants nasopharyngés des villageois, incluent, oui, surtout les villageois malades positifs par Herphélis.
pas pour les poudres de livre, on n'a pas encore développé un bon système pour identifier les gènes des poudres de livre, c'est un cours. Mais nos nasopharyngées sont positifs pour la FLIS. C'est allergisant ou on sait rien? Est-ce que c'est allergisant? On ne sait pas trop. On parle beaucoup des acariens. Il y a des acariens, il y a deux espèces d'acariens qui ont testé aussi dans la poussière. Et ils sont positifs par FLIS, mais les CTF sont incomparables. Parce que chaque individu, une bête minuscule de 0,25 mm, peut être positif, un individu à 25 CV pour FLIS. Tandis que les acariens qui sont probablement consommés, les corps morts des hypocélis, sont positifs à 38, à 35. Alors, combien de gens sont malades et il n'y a pas d'identification d'agents infectieux? En Afrique au total, la plupart. Mais dans votre on est arrivé dans certains endroits jusqu'au 45% d'identifier quelque chose. Le reste jusqu'à maintenant inconnu. Donc, moyen, on a calculé 23% pour le Sénégal. 23%, on arrive à trouver quelque chose. Alors, il reste 77%. Un quart d'identification d'un patient en France actuellement. Voilà. Allez, encore une ou deux questions. Allez-y. Merci. En fait, je voulais poser la question par rapport à comment établir une relation de causalité entre la fièvre et un agent pathogène aujourd'hui en Afrique, sachant qu'il y a des blocages asymptomatiques qui sont. Ça c'est une première étage de longue échelle pour répondre à ta question. On ne peut pas pour l'instant. C'est pourquoi je dis, oui, on va trouver, c'est l'ADN de ça ou de ça associé avec la fièvre. On ne peut pas dire, sauf probablement quelques cas comme borréliose, une bactérie super pathogène bien connue, où on peut vraiment dire que oui, la présence de l'ADN de Borrelia dans le sang de malade fébrile, ça c'est, je dirais, à 100% la cause d'une maladie. Après, c'est très peu connu. Et nous travaillons sur ça ici, tout le monde qui voit ici, on travaille sur ça. Oui. Merci. Ma question rejoint un peu celle qui précède, c'était plus pour savoir la proportion de patients avec des symptomatiques et de leur phase. Oui, merci. Tout ce que je présentais concerne les malades symptomatiques avec un signe clinique minimum, ils ont la fièvre supérieure à 37,5. Mais pour chaque étude, on a eu le groupe de contrôle de témoins négatifs. Ça veut dire que les villageois, le même villageois du même village, mais sans fièvre. Et ça dépend bien sûr, pour chaque pathogène, il y a des différences. Ce qui concerne par exemple la borréliose, on a trouvé 0. Ça veut dire qu'aucun patient qui n'est pas malade a eu aucun villageois sans fièvre à borrélia dans le sang. Par contre, pour certaines autres maladies, comme Herphelis par exemple, on a pu identifier, beaucoup plus bas statistiquement, on a pu identifier le gène de Herphelis à l'intérieur du sang. Des malades, des gens qui ne sont pas malades, a priori. Mais en gros, ça c'est pas étonnant si vous êtes probablement entendu, ce qui concerne le paludisme. Notre expérience exactement, en Guinée, on identifie Plasmodium falciparum dans le sang des enfants, des gens qui ne sont pas malades du tout, qui sont sans fièvre, VFK sans fièvre, en 40%. 40% des enfants qui jouent dans la rue sans fièvre, ils ont Plasmodium falciparum dans le sang. Alors, tandis que chez la malade, on a trouvé à 53. Alors, si on retire 40 de 53, probablement il reste plus près, je ne sais pas. Ça veut dire que la présence de l'ADN de Plasmodium dans le sang de malade fébrile ne garantit pas que c'est Plasmodium qui cause la fièvre. Ça, c'est une question, encore une fois, à répondre. Non, on ne peut pas dire que c'est la cause, sauf probablement, moi je crois bien en borréliose, mais après, tout le reste, c'est confirmé à étudier. Bon, une piste possible, c'est de quantifier, de se rendre compte que si on a, je sais pas quoi, 10 microbes, c'est pas la même chose que si on en a 10 000. C'est une piste. Hein.
Ouais, c'est une réponse. Ouais. Une piste de réponse, ça peut être ça. Non, en réalité, pour le plasmodium, on s'est aperçu que même des porteurs peuvent avoir des CT très bas, donc beaucoup de palus. Et dans une étude au Sénégal, il disait que le fait d'être porteur et d'avoir des CT bas, c'était protecteur sur le fait d'avoir des crises futures. Et c'est vrai qu'en réalité, maintenant, c'est en fonction des zones géographiques et des groupes contrôle des porteurs sains qu'on peut évaluer la valeur prédictive positive de trouver un pathogène et que celui-là soit lié à la cause de fièvre. Donc voilà. J'ai pas entendu ce que tu dis. C'est accélère. Je veux dire que oui, on n'a pas de on a pris ce critère, je veux dire que sans raison particulière, on a pris le critère. C'est juste un seuil. Si on fait en plus, c'est un peu, oui, pour entre guillemets, pour recruter le plupart des gens. Parce qu'après, il y a toujours le traitement des antipyrétiques utilisés, tout ça, et les vagues de la fièvre. Bon, on a pris le critère à peu près comme ça. 37,5 accélère. Allez, une dernière question. Et en termes d'approche, et après on arrête. Est-ce qu'on peut tirer des leçons à partir de ça? Est-ce qu'on peut se permettre de dire devant un cas de fièvre, puisqu'on a les ce qui concerne le Sénégal, oui. Pour l'instant, le traitement de base recommandé par le ministère de la Santé au Sénégal, de fièvre d'origine non palustre, c'est amoxicilline, soit plutôt de Bactrim. Alors, si vous prenez Bactrim, vous voyez bien que pour aller à Bartonella ici, sans vous. Voilà, alors notre idée, donc nous travaillons dessus maintenant, c'est de recommander le traitement de doxycycline comme le traitement de défaut, le traitement de base, pour les fièvres non fébriles. Ce qui, à notre avis, peut être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pratique au niveau de la santé publique. En plus, en sachant que c'est pas si cher. Doxycycline. Allez, je propose qu'on en reste là. S'il y a d'autres questions, vous pouvez poser après.